Dans la banlieue tranquille de Millbrook, où des palissades bordaient des pelouses bien entretenues et où les rires des enfants résonnaient dans les impasses, une obscurité se cachait derrière les portes closes. C'est l'histoire vraie et effrayante de la façon dont l'obsession d'un homme a dégénéré en un crime horrible qui briserait à jamais le sentiment de sécurité de la communauté. Sarah Thompson, une mère célibataire dynamique de 38 ans, avait récemment déménagé à Millbrook avec sa fille de 10 ans, Emily. Ils repartaient à zéro après le divorce difficile de Sarah, espérant trouver la paix dans ce quartier apparemment idyllique. Ils ne se doutaient pas que leur arrivée déclencherait une série d'événements qui se termineraient par une tragédie. C'était une chaude journée d'été lorsque Sarah et Emily se sont arrêtées pour la première fois dans leur nouvelle maison de Maple Street. Le camion de déménagement les suivait de près, rempli des restes de leur ancienne vie. Alors qu'ils sortaient de la voiture, Sarah prit une profonde inspiration, inhalant le parfum de l'herbe fraîchement coupée et des fleurs épanouies. Elle sourit à Emily, dont les yeux bleus vifs étaient écarquillés d'excitation. « Qu'en penses-tu, chérie ?» demanda Sarah en passant sa main dans les boucles dorées d'Emily. Emily sourit à sa mère. « C'est parfait, maman. On peut aller explorer. » Sarah rit, sentant un poids s'éloigner de ses épaules. Pour la première fois depuis des mois, elle avait de l'espoir quant à l'avenir. « Installons-nous d'abord, ensuite nous pourrons explorer tout ce que vous voulez. » Alors qu'il commençait à décharger les cartons, un homme grand et bien bâti, d'une quarantaine d'années, s'est approché de la maison voisine. Il arborait un sourire amical et portait une assiette de biscuits aux pépites de chocolat. « Bienvenue dans le quartier !» cria-t-il en tendant la main à Sarah. « Je m'appelle Mark Peterson. J'habite à côté. » Sarah lui serra la main, remarquant sa poigne ferme et la chaleur de ses yeux noisettes. « Sarah Thompson » a-t-elle répondu. « Et voici ma fille, Emily. » Le regard de Mark s'attarda sur Sarah pendant un moment avant de se tourner vers Emily, s'accroupissant à son niveau. « C'est un plaisir de te rencontrer, Emily. J'espère que tu aimes les cookies aux pépites de chocolat. » Le visage d'Emily s'éclaira alors qu'elle se tourna vers sa mère pour obtenir la permission. Sarah hocha la tête et Emily accepta avec empressement un cookie. « Merci, Monsieur Peterson, » dit Emily entre deux bouchées. « C'est délicieux. » Mark Ritt and Southeast Relevant. S'il vous plaît, appelez-moi Mark. Et si vous avez besoin d'aide pour vous installer ou si vous souhaitez visiter le quartier, n'hésitez pas à demander. Sarah sourit poliment. C'est très gentil de votre part, Mark. Nous l'apprécions. Alors que Mark retournait chez lui, Sarah ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de soulagement. Il semblait qu'il avait déménagé dans un quartier convivial, comme elle l'avait espéré. Elle ne savait pas que derrière la charmante façade de Mark se cachait une âme profondément troublée, abritant une obsession qui allait bientôt le consumer complètement. Au cours des semaines suivantes, Sarah et Emily se sont installées dans une routine confortable dans leur nouvelle maison. Sarah, infirmière à l'hôpital local, travaillait de longues journées mais prenait toujours du temps pour Emily. Ils passèrent leurs week-ends à explorer Millbrook, découvrant des parcs cachés, des cafés pittoresques et une bibliothèque qui devint rapidement l'endroit préféré d'Emily. Mark, toujours un voisin serviable, trouvait des raisons d'être fréquemment là. Il a proposé de tondre leur pelouse, a apporté des dîners faits maison et a même réparé un robinet qui fuyait dans leur salle de bain. Sarah appréciait sa gentillesse mais commençait à ressentir un léger malaise face à sa présence constante. Un soir, alors que Sarah était assise sur le porche et regardait Emily jouer dans la cour, Mark la rejoignit avec 2 verres de thé glacé. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» dit-il en lui tendant un verre. Sarah hocha la tête en prenant une gorgée. « C'est vrai, Millbrook a été tout ce que nous espérions. » Les yeux de Mark n'ont jamais quitté le visage de Sarah pendant qu'il parlait. « Je suis content que tu sois heureux ici. Tu sais, je vis dans cette maison depuis 15 ans et je ne me suis jamais senti aussi chez moi qu'aujourd'hui. » Il y avait quelque chose dans son ton qui mettait Sarah mal à l'aise. Elle changea de sujet et lui posa des questions sur son travail de comptable, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que l'intérêt de Mark pour elle était plus que de simple voisinage. Alors que l'été laissait place à l'automne, le comportement de Mark devenait de plus en plus erratique. Il apparaissait dans son jardin chaque fois que Sarah était dehors, trouvant des excuses pour entamer des conversations. Il a commencé à laisser de petits cadeaux sur le pas de leur porte, des fleurs, des livres qui pourraient plaire à Sarah, des jouets pour Emily. Sarah essayait de maintenir une distance polie, mais l'insistance de Mark devenait troublante. Elle a commencé à éviter d'être dehors quand elle savait qu'il était à la maison
et elle a demandé à Emily de ne pas parler à Mark à moins qu'elle ne soit présente. Emily, confuse par ce changement soudain, a demandé un soir à sa mère alors qu'elle se préparait à aller au lit. « Maman, pourquoi ne puis-je plus parler à M. Peterson? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Le cœur de Sarah se serra à cette question innocente. Elle s'assit sur le bord du lit d'Emily, attirant sa fille contre elle. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. C'est juste que, parfois les adultes ont besoin d'espace et nous devons respecter ça. » Emily hocha la tête, mais Sarah pouvait voir la confusion dans ses yeux. Comment pouvait-elle expliquer à un enfant de 10 ans la complexité des relations entre adultes et le sentiment instinctif que quelque chose n'allait pas? À mesure qu'octobre arrivait, apportant avec lui un air frais et des feuilles d'or et de pourpre, le malaise de Sarah grandissait. Elle surprit Mark la regardant depuis sa fenêtre à plusieurs reprises, et il y avait une nouvelle intensité dans son regard qui lui fit frissonner le dos. Un samedi matin frais, Sarah ratissait des feuilles dans la cour lorsque Mark s'est approché, portant une tasse de café fumante. « Je pensais que tu pourrais avoir besoin de ça, » dit-il en lui offrant la tasse. « Il fait froid ici. » Sarah se força à sourire, acceptant le café par politesse. « Merci, Mark. C'est gentil de votre part. » Mark s'attarda, ses yeux parcourant le visage de Sarah. « Tu sais, Sarah, j'ai réfléchi. L'anniversaire d'Emily approche bientôt, n'est-ce pas? Je me souviens que tu en as parlé il y a quelque temps. » La prise de Sarah se resserra sur le râteau. Elle n'avait pas parlé à Mark de l'anniversaire d'Emily. « Oui, ça l'est, dit-elle prudemment. Le visage de Mark s'éclaira. « J'ai une excellente idée. Pourquoi ne pas l'emmener au nouveau parc d'attractions qui a ouvert ses portes dans la ville voisine? Mon cadeau. Cela pourrait être un cadeau d'anniversaire anticipé. » Cette suggestion a déclenché une sonnette d'alarme dans la tête de Sarah. Elle recula d'un pas, mettant une certaine distance entre eux. « C'est très gentil, Mark, mais nous avons déjà des projets pour l'anniversaire d'Emily. Famille uniquement. » L'expression de Mark s'assombrit pendant un moment avant qu'il ne reprenne rapidement ses esprits, affichant un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Bien sûr, je comprends. Eh bien, l'offre tient si vous changez d'avis. » Alors qu'il s'éloignait, Sarah ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air automnal. Elle a décidé qu'il était temps de fixer des limites claires avec Mark pour elle et pour Emily. Ce soir-là, après avoir couché Emily au lit, Sarah s'est assise à la table de sa cuisine, rédigeant un email à sa sœur, Kate. Elle a détaillé ses inquiétudes concernant le comportement de Mark, ressentant un sentiment de soulagement en mettant des mots sur ses inquiétudes. « Je ne veux pas réagir de manière excessive », a-t-elle écrit, « mais quelque chose ne va pas. Il surveille toujours, trouve toujours des raisons d'être là. Aujourd'hui, il était au courant de l'anniversaire d'Emily sans que je le lui dise. Je commence à avoir l'impression que nous ne sommes pas en sécurité ici. Kate, est-ce que je suis paranoïaque? » Lorsque Sarah appuya sur « Envoyer », elle ne réalisa pas que son intuition était parfaite. De l'autre côté de la cour, dans l'obscurité de son bureau, Mark était assis devant son ordinateur, parcourant les profils de réseaux sociaux de Sarah. Il avait mémorisé tous les détails de sa vie qu'il pouvait trouver en ligne, construisant un fantasme élaboré dans lequel lui, Sarah et Emily formaient une famille heureuse. Dans l'esprit de Mark, Sarah et lui étaient censés être ensemble. Il se convainquit que ses sourires polis et ses remerciements étaient des signes de sentiments plus profonds, que sa récente distance était tout simplement difficile à obtenir. Mais à mesure que les jours passaient et que l'évitement de Sarah devenait de plus en plus évident, le fantasme de Mark commença à s'effondrer. Il ne comprenait pas pourquoi Sarah ne voyait pas à quel point ils seraient parfaits ensemble. Dans son illusion, il croyait qu'Emily était l'obstacle. Si Emily n'était pas là, Sarah se tournerait sûrement vers lui pour obtenir du réconfort et du soutien. Il se rapprocherait de la tragédie et Mark serait le héros qui l'aiderait à surmonter son chagrin. Cette logique tordue a pris racine dans l'esprit de Mark, grandissant et s'infectant comme une tumeur maligne. Il commença à planifier, élaborant méticuleusement chaque détail pour retirer Emily de l'équation et enfin avoir Sarah pour lui tout seul. Par un mercredi soir glacial de la fin octobre, Mark a vu l'occasion qui s'offrait à lui. La voiture de Sarah n'était pas dans l'allée. Il savait qu'elle travaillait tard à l'hôpital le mercredi. Emily serait seule à la maison, probablement en train de faire ses devoirs ou de regarder la télévision. Le cœur de Mark s'emballa alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée des Thompson. Il avait préparé une histoire. Son chat était sorti, il avait besoin d'aide pour le retrouver.
Emily, bienveillante et toujours désireuse d'aider, accepterait sûrement de l'aider. Il sonna à la porte, affichant son sourire le plus charmant. Quand Emily répondit, son visage s'éclaira de reconnaissance. « Bonjour, M. Peterson. Maman n'est pas à la maison en ce moment, dit-elle d'une voix joyeuse mais prudente, se souvenant des avertissements de sa mère. Mark affichait sa plus grande expression inquiète. « Salut, Emily. En fait, je suis ici parce que j'ai besoin de ton aide. Mon chat, Whisker, est sorti et je ne la trouve nulle part. J'espérais que tu pourrais m'aider à chercher. Nous n'irons pas loin, je le promets. » Emily hésita, clairement déchirée entre vouloir aider et suivre les instructions de sa mère. Mark sentit son incertitude et ajouta rapidement « Nous laisserons un mot à votre mère pour qu'elle sache exactement où vous êtes. Cela ne prendra que quelques minutes et j'apprécierai vraiment votre aide. » La mention de laisser un mot semblait apaiser les inquiétudes d'Emily. Elle hocha la tête, sa compassion l'emportant sur sa prudence. « D'accord, M. Peterson. Laissez-moi juste prendre ma veste et écrire un mot pour maman. » Alors qu'Emily disparaissait dans la maison, Mark ressentit une montée d'adrénaline. Son plan fonctionnait parfaitement. Quand Emily revint, veste enfilée et notes laissées sur le comptoir de la cuisine, Mark la conduisit vers les bois qui bordaient leur quartier. « J'ai vu Whisker se diriger dans cette direction plus tôt, mentit-il doucement, guidant Emily plus profondément dans les arbres. Pendant qu'il marchait, Emily discutait innocemment de l'école et de son prochain anniversaire. Mark hocha la tête, son esprit s'emballant avec ce qu'il s'apprêtait à faire. Le poids du couteau dans sa poche semblait augmenter à chaque pas. Ils atteignirent une petite clairière, la lumière du jour déclinant filtrant à travers les feuilles d'automne. Mark s'arrêta, se tournant vers Emily. « M. Peterson ?» La voix d'Emily était faible, une note de peur s'insinuant alors qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Je ne vois pas ton chat. Peut-être devrions-nous y retourner ?» L'expression de Mark changea, le masque de convivialité s'effaçant pour révéler quelque chose de froid et de terrifiant. « Je suis désolé, Emily, » dit-il, sa voix dénuée d'émotion. « Mais c'est nécessaire. Ta mère et moi sommes censés être ensemble, et tu nous gênes. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent de terreur lorsqu'elle réalisa le danger dans lequel elle se trouvait. Elle se tourna pour courir, mais Mark fut plus rapide. Il lui attrapa le bras, la tirant en arrière alors qu'elle criait. Les instants suivants furent un mélange de violence et d'horreur. L'esprit rationnel de Mark s'est arrêté, remplacé par un besoin primaire d'éliminer ce qu'il considérait comme un obstacle à son bonheur. Quand ce fut fini, il se tenait au-dessus du corps sans vie d'Emily, les mains tremblantes et les vêtements tachés de sang. La réalité de ce qu'il avait fait a commencé à s'imprégner. Mais au lieu de remords, Mark a ressenti un sentiment tordu d'accomplissement. Dans son esprit trompé, il avait supprimé la barrière entre lui et Sarah. Maintenant, pensa-t-il, elle aurait plus que jamais besoin de lui. Mark a soigneusement recouvert le corps d'Emily de feuilles et de branches, s'assurant qu'il était bien caché. Il est ensuite retourné à sa maison, se faufilant par la porte arrière pour nettoyer et se débarrasser de ses vêtements ensanglantés. À la tombée de la nuit, Sarah rentrait chez elle après son quart de travail à l'hôpital. La maison était calme, trop calme. « Emily » cria-t-elle, s'attendant à entendre les pas de sa fille courir pour la saluer. Silence répondit. Un nœud de peur se forma dans l'estomac de Sarah alors qu'elle fouillait la maison, appelant le nom d'Emily avec un désespoir croissant. Lorsqu'elle trouva le message sur le comptoir de la cuisine, son sang se glaça. « Maman, Monsieur Peterson avait besoin d'aide pour retrouver son chat. Nous cherchons dans les bois. Je reviens bientôt. Mon amour, Emily. » Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle composait le 911. Elle savait, avec son instinct maternel, que quelque chose de terrible s'était produit. Les 3 jours suivants furent un cauchemar de recherches effrénées, d'interrogatoires de police et de désespoir grandissant. Toute la communauté de Millbrook s'est mobilisée pour retrouver Emily. Des équipes de recherche ont ratissé les bois, des hélicoptères ont survolé les lieux, le visage d'Emily était affiché sur toutes les chaînes d'information locales. À travers tout cela, Mark a parfaitement joué le rôle du voisin concerné. Il était toujours aux côtés de Sarah, lui offrant réconfort et soutien, se joignant à chaque équipe de recherche. Son apparent dévouement à retrouver Emily n'a fait que le rendre plus apprécié auprès de la communauté. Mais alors que les heures passaient sans aucun signe d'Emily, la gratitude initiale de Sarah pour le soutien de Mark commença à se transformer en suspicion. Elle remarqua que ses yeux ne la quittaient jamais,
qu'il semblait presque désireux de la réconforter. Le souvenir de son comportement de plus en plus obsessionnel au cours des derniers mois revint, et une pensée horrible commença à se former dans son esprit. Le 3e jour de recherche, une percée est venue d'une source inattendue. Un randonneur local, explorant une zone hors sentier des bois, est tombé sur le corps partiellement couvert d'Emily. La découverte a provoqué une onde de choc dans la communauté et a complètement bouleversé le monde de Sarah. Alors que la police envahissait la zone, sécurisant la scène du crime et rassemblant des preuves, Sarah tomba à genoux de chagrin. Mark était là immédiatement, essayant de la tenir, de la réconforter. Mais Sarah recula sous son contact, son instinct lui criant que quelque chose n'allait terriblement pas. L'enquête policière s'est rapidement concentrée sur Mark. Son implication excessive dans la recherche, son comportement obsessionnel envers Sarah et la note qu'Emily avait laissée le mentionnant ont tous déclenché des signaux d'alarme. Lorsque des preuves médico-légales provenant de la scène du crime, des fibres correspondant aux vêtements de Mark et son ADN sous les ongles d'Emily ont été révélées, les accusations portées contre lui sont devenues accablantes. Les détectives ont amené Mark pour l'interroger, et sous le poids des preuves et sa propre culpabilité, sa façade soigneusement construite s'est effondrée. Dans une confession effrayante, Mark a révélé la profondeur de son obsession et les horribles détails de son crime. « Je l'aimais », a déclaré Mark, sa voix étrangement calme alors qu'il parlait aux détectives. Sarah était parfaite et nous étions censés être ensemble. Mais Emily, elle était toujours là, toujours sur le chemin. Je pensais que si je la retirais, Sarah se tournerait vers moi. Nous pourrions être une famille, juste tous les deux. De nous. Les détectives écoutèrent avec horreur Mark raconter comment il avait attiré Emily dans les bois, comment il avait mis fin à sa jeune vie dans un moment de rage délirante. Son absence de remords était peut-être l'aspect le plus effrayant de sa confession. Alors que la nouvelle de l'arrestation et des aveux de Mark se répandait, la communauté de Millbrook était sous le choc. Comment cela a-t-il pu se produire dans leur quartier calme et sûr? Comment avaient-ils tous été si aveugles face aux monstres qui vivaient parmi eux? Le procès qui a suivi a fait sensation dans les médias. L'équipe de défense de Mark a tenté de le présenter comme mentalement instable, plaidant pour un plaidoyer de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Mais le dossier de l'accusation était solide. Les témoignages de voisins sur le comportement de plus en plus erratique de Mark, associés aux preuves médico-légales et à ses propres aveux, ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. Sarah a comparu à la barre pendant le procès, son témoignage étant un récit déchirant des mois qui ont précédé le meurtre d'Emily. Elle a parlé de l'obsession croissante de Mark, de son inconfort croissant et de la culpabilité qu'elle ressentait de ne pas avoir suivi son instinct plus tôt. « Je savais que quelque chose n'allait pas », a-t-elle déclaré, la voix brisée alors qu'elle s'adressait au tribunal. « Mais je ne voulais pas paraître paranoïaque ou hostile. Je me suis dit que j'exagérais. Si j'avais simplement écouté mon instinct, peut-être que ma petite fille serait encore en vie. » Ces paroles ont touché une corde sensible chez tout le monde dans la salle d'audience et auprès des millions de personnes qui ont suivi le procès à la télévision. C'était un rappel brutal de l'importance de faire confiance à son instinct et des conséquences potentielles de donner la priorité à la politesse plutôt qu'à la sécurité personnelle. Au fur et à mesure que le procès avançait, une tendance troublante a commencé à émerger. Plusieurs femmes du passé de Mark ont raconté des histoires sur son comportement obsessionnel. Les ex-petites amies parlaient de poursuites incessantes après les ruptures, de se sentir surveillées et traquées. D'anciens voisins ont raconté des expériences similaires où la convivialité écrasante de Mark s'est transformée en quelque chose de plus sinistre. Ces révélations ont conduit à la réouverture de 2 affaires non résolues dans des villes où Mark avait vécu auparavant. Les 2 impliquaient la disparition de jeunes filles, même si Mark n'a jamais été officiellement inculpé. Les similitudes avec le cas d'Emily étaient indéniables. Les implications étaient stupéfiantes. Comment Mark avait-il réussi à échapper à la justice pendant si longtemps? Combien d'autres victimes aurait-il pu y avoir? L'affaire a pris une nouvelle dimension alors que les enquêteurs ont commencé à reconstituer le sombre passé de Mark. Alors que le procès touchait à sa fin, l'accusation a présenté ses conclusions finales, dressant un tableau saisissant de la descente de Mark dans l'obsession et la violence. Ils ont souligné la nature préméditée du crime, la manière calculée dont il s'était insinué dans la vie de Sarah et Emily et l'absence totale de remords dont il avait fait preuve. La défense, dans un ultime effort, a tenté de faire valoir que les actes de Mark étaient le résultat d'une grave maladie mentale et qu'il n'était pas maître de ses facultés lorsqu'il a commis le meurtre.
Mais leurs arguments tombèrent à plat face aux preuves accablantes de la lucidité et de la planification de Mark. Après seulement 6 heures de délibération, le jury est revenu avec son verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. Alors que le juge lisait la décision, un soupir de soulagement collectif a résonné dans la salle d'audience. Sarah, assise au premier rang, ferma les yeux, les larmes coulant sur son visage. C'était fini, mais la douleur ne cesserait jamais vraiment. Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge n'a pas mâché ses mots. Il a décrit les actions de Mark comme odieuses, calculées et une trahison de la confiance fondamentale qui unit les communautés. Mark a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, garantissant ainsi qu'il ne serait plus jamais en liberté parmi des familles sans méfiance. Alors que Mark était emmené menotté, il se tourna pour regarder Sarah une dernière fois. Ses yeux étaient froids, dépourvus de la chaleur et du charme qui avaient autrefois trompé tant de personnes. Sarah croisa son regard fixement, refusant de détourner le regard. À ce moment-là, elle a juré silencieusement qu'elle ne laisserait pas la mort de sa fille être vaine. Dans les jours et les semaines qui ont suivi le procès, Sarah s'est retrouvée à la dérive dans un océan de chagrin et de culpabilité. La maison de la rue Maple, autrefois symbole d'un nouveau départ, ressemblait désormais à un mausolée. Chaque coin contenait des souvenirs d'Emily, ses rires résonnant dans les couloirs, ses œuvres toujours épinglées sur le réfrigérateur, son lit défait, rappel brutal d'une vie tragiquement écourtée. Sarah a pris un congé de son travail à l'hôpital, incapable de faire face au rappel quotidien des derniers jours de sa fille. Elle a passé des heures assises dans la chambre d'Emily, entourée d'animaux en peluche et de projets artistiques à moitié terminés, essayant de donner un sens à un monde qui n'inquiétait plus sa petite fille. Les nuits étaient les plus difficiles. Sarah se réveillait avec des sueurs froides, hantée par les cauchemars des derniers instants d'Emily. Dans ses rêves, elle courait à travers des bois sans fin, entendant les cris d'Emily mais ne parvenant jamais à l'atteindre. Elle se réveillait haletante, cherchant une fille qui n'était plus là. La communauté de Millbrook, profondément ébranlée par la tragédie, s'est ralliée à Sarah. Les voisins ont apporté de la nourriture, offert des mots de réconfort et aidé pour les tâches pratiques. Mais leur gentillesse était une arme à double tranchant pour Sarah. Chaque acte de soutien du voisinage était un rappel douloureux de la façon dont elle avait autrefois accueilli l'aide de Mark, comment elle l'avait laissé entrer dans leur vie. Alors que le choc du procès commençait à s'estomper, Sarah s'est retrouvée consumée par une nouvelle émotion, la colère. Colère contre Mark pour ses actions impensables, colère contre elle-même pour ne pas avoir protégé Emily et colère contre un monde qui pourrait permettre qu'un tel mal existe. Cette colère est devenue une force motrice, la poussant hors des profondeurs de son désespoir et vers un nouveau but. Sarah a commencé à faire des recherches, passant des heures en ligne à se renseigner sur les comportements prédateurs, les tactiques de toilettage et les signes avant-coureurs qu'elle avait manqués. Elle a contacté des groupes de défense des victimes, cherchant conseil et soutien. Petit à petit, un plan commença à se former dans son esprit. 3 mois après le procès, Sarah s'est présentée devant le conseil municipal de Millbrook, la voix tremblante mais déterminée alors qu'elle s'adressait aux membres et aux citoyens rassemblés. « Ma fille, Emily, nous a été enlevée parce que nous, en tant que communauté, n'avons pas reconnu le danger qui existait parmi nous, » a-t-elle commencé. « Nous avons donné la priorité à la politesse plutôt qu'à la protection. Et c'est un enfant qui a payé le prix ultime. Je suis ici aujourd'hui pour m'assurer qu'aucun autre parent n'ait à endurer la douleur que j'ai vécue. » Sarah a proposé un programme complet de sécurité communautaire. Il comprenait des ateliers éducatifs sur la reconnaissance des comportements prédateurs, un financement accru pour la vérification des antécédents des nouveaux résidents et la mise en place d'un programme de surveillance de quartier avec des lignes de communication directe avec les forces de l'ordre local. Sa passion était contagieuse. Les membres du conseil, dont beaucoup connaissaient Emily, ont été émus jusqu'aux larmes par la force et la vision de Sarah. La proposition a été adoptée à l'unanimité et les travaux ont immédiatement commencé pour mettre en œuvre les idées de Sarah. Alors que la nouvelle de l'initiative de Millbrook se répandait, Sarah s'est retrouvée sous les projecteurs. Ce qui a commencé comme un effort local visant à améliorer la sécurité communautaire a rapidement attiré l'attention des médias nationaux. Sarah a été invitée à prendre la parole lors de conférences, interviewée dans de grands programmes d'information et consultée par d'autres communautés cherchant à mettre en œuvre des programmes similaires. La vie tranquille qu'elle recherchait autrefois avait disparu, remplacée par un programme incessant de plaidoyer et d'éducation. Au début,
Sarah a été submergée par toute cette attention. Parler en public n'avait jamais été son point fort et l'idée de partager sa douloureuse histoire avec des inconnus était intimidante. Mais chaque fois qu'elle se tenait devant une foule, chaque fois qu'elle voyait l'impact que ses paroles avaient sur les autres, elle se sentait un peu plus forte. C'était comme si Emily était là avec elle, lui donnant le courage de continuer. La première grande allocution de Sarah a eu lieu lors d'une conférence nationale sur la sécurité communautaire à Chicago. Alors qu'elle se tenait dans les coulisses, attendant d'être présentée, ses mains tremblaient et son cœur s'emballa. Elle ferma les yeux et prit de profondes inspirations pour se calmer. Dans son esprit, elle voyait le visage souriant d'Emily et entendait la voix de sa fille qui disait « Tu peux le faire, maman ». Lorsque Sarah est montée sur scène, les lumières vives l'ont momentanément aveuglée. Alors que ses yeux s'ajustaient, elle a vu une mer de visages devant elle, des policiers, des dirigeants communautaires, des parents, tous attendant d'entendre ce qu'elle avait à dire. Pendant un instant, elle se figea, les mots se coinçant dans sa gorge. Puis, elle commença à parler. « Je m'appelle Sarah Thompson », dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure au début. « Et je suis ici aujourd'hui à cause de ma fille, Emily. » Tandis que Sarah racontait son histoire, le déménagement à Millbrook, l'obsession grandissante de Mark et la perte tragique d'Emily, la pièce devint silencieuse. Les gens se penchaient en avant sur leur siège, s'accrochant à chacun de ces mots. Lorsqu'elle eut fini, il n'y avait plus un seul œil sec dans la maison. La réponse au discours de Sarah a été écrasante. Les gens se sont ensuite alignés pour lui parler, partageant leurs propres histoires de perte et de peur, la remerciant pour son courage. C'était épuisant sur le plan émotionnel, mais Sarah ressentait un sentiment d'utilité qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort d'Emily. À mesure que le profil de Sarah grandissait, les exigences en matière de temps augmentaient également. Elle s'est retrouvée à sillonner le pays, s'exprimant dans les mairies, les académies de police et les associations parents-enseignants. Son message était toujours le même, vigilance, communauté et importance de faire confiance à son instinct. À Boston, elle s'est adressée à un groupe de nouvelles recrues de la police, soulignant l'importance de prendre au sérieux chaque signalement, aussi petit soit-il. Emily m'a dit qu'elle se sentait mal à l'aise avec Mark, a expliqué Sarah. Je l'ai rejeté comme une imagination hyperactive d'un enfant. Ne faites pas la même erreur que moi. Écoutez les victimes, même lorsqu'elles sont trop jeunes pour exprimer pleinement leur peur. À Los Angeles, elle a pris la parole lors d'une conférence destinée aux travailleurs sociaux et aux conseillers. Les prédateurs ne se contentent pas de soigner leurs victimes, a-t-elle expliqué. Ils préparent des communautés entières. Ils se rendent indispensables, dont personne ne remet en question leur motivation. C'est à nous tous de reconnaître les signes et de prendre la parole, même lorsque cela est inconfortable. À Seattle, elle s'est adressée à un groupe de responsables technologiques, les incitant à utiliser leur plateforme pour créer des communautés en ligne plus sûres. Internet a donné aux prédateurs de nouveaux moyens d'atteindre nos enfants, a-t-elle déclaré. Mais cela nous a également donné de nouveaux outils pour les protéger. Nous avons besoin de solutions innovantes pour assurer la sécurité de nos enfants à l'ère numérique. Chaque allocution a eu des conséquences néfastes sur Sarah. Revivre l'histoire d'Emily nuit après nuit était épuisant sur le plan émotionnel. Il y avait des moments où elle avait envie d'abandonner, de se retirer dans la vie tranquille qu'elle avait connue autrefois. Mais chaque fois qu'elle envisageait d'arrêter, elle recevait une lettre ou un email de quelqu'un dont la vie avait été touchée par son travail. L'une de ces lettres provenait d'une mère de l'Ohio. « Après vous avoir entendu parler, a écrit la femme, j'ai reconnu les signes avant-coureurs chez l'entraîneur de football de ma fille. J'ai pris la parole et il s'est avéré qu'il avait des antécédents de comportements inappropriés avec des mineurs. Vous avez sauvé ma fille et d'innombrables autres personnes. Merci pour avoir transformé votre douleur en but. » Des messages comme ceux-ci ont permis à Sarah de continuer, même dans ses jours les plus sombres. Ils lui ont rappelé que son travail faisait une différence et que la mort d'Emily n'était pas vaine. À mesure que le travail de plaidoyer de Sarah prenait de l'ampleur, elle s'est retrouvée de plus en plus impliquée dans les discussions politiques au niveau national et étatique. Elle a témoigné devant le Congrès sur la nécessité de vérification d'antécédents plus stricts et de systèmes de notification communautaire pour les délinquants sexuels. Elle a travaillé avec les législateurs des États pour rédiger des lois qui augmenteraient les sanctions en cas de harcèlement criminel et élargiraient la définition du harcèlement pour inclure des formes plus subtiles d'intimidation. L'une des réalisations dont Sarah est la plus fière a été l'adoption de la loi d'Emily dans son état d'origine.
La loi impose une éducation complète à la sécurité dans les écoles, enseignant aux enfants dès leur plus jeune âge les limites personnelles, l'importance de s'exprimer lorsque quelque chose ne va pas et comment reconnaître les comportements de toilettage. Il a également mis en place un système de réponse rapide à l'échelle de l'État pour les enfants disparus, garantissant que les ressources puissent être mobilisées rapidement dans les premières heures critiques suivant une disparition. Mais même si elle se lançait dans son travail, Sarah luttait avec le poids de sa perte. Il y avait des jours où la douleur était si accablante qu'elle pouvait à peine sortir du lit. Ces jours-là, elle se rendait sur la tombe d'Emily, assise pendant des heures à parler à sa fille, partageant ses triomphes et ses peurs. « Tu me manques tellement, ma chérie », disait Sarah en traçant les lettres du nom d'Emily sur la pierre tombale. « J'espère que vous êtes fiers de ce que nous faisons. J'espère que vous savez à quel point vous êtes aimés, combien de vies vous sauvez. » Ces moments calmes au cimetière sont devenus le refuge de Sarah, un endroit où elle pouvait être vulnérable, où elle n'avait pas besoin d'être forte pour quelqu'un d'autre. C'est ici qu'elle s'est permise de pleurer, de rager contre l'injustice de tout cela et de se souvenir d'Emily non pas comme un symbole ou une cause, mais comme l'enfant vibrante et aimante qu'elle avait été. Au fil des années, le travail de Sarah a commencé à donner des résultats tangibles. Les communautés de tout le pays ont mis en œuvre des programmes de sécurité basés sur le modèle Millbrook. Les rapports faisant état de comportements suspects ont augmenté et plusieurs tragédies potentielles ont été évitées parce que les gens étaient plus disposés à s'exprimer lorsque quelque chose ne semblait pas bien. Un de ces cas s'est produit dans une petite ville de Floride. Un nouveau voisin s'était installé et s'est rapidement attiré les bonnes grâces des familles locales, proposant de garder les enfants et d'aider aux travaux de jardinage. Mais une mère, qui avait participé à l'un des ateliers de Sarah, a remarqué des signaux d'alarme dans son comportement. Elle a fait part de ses inquiétudes à la police, qui a découvert que l'homme était un délinquant sexuel reconnu coupable qui ne s'était pas enregistré lors de son déménagement. « J'entendais sans cesse la voix de Sarah Thompson dans ma tête », a déclaré plus tard la mère aux journalistes. Elle a dit qu'il fallait faire confiance à son instinct, qu'il valait mieux se tromper et s'excuser plutôt que d'ignorer une situation potentiellement dangereuse. Elle avait raison. Des histoires comme celle-ci ont à la fois réconforté et hanté Sarah. Elle était heureuse que son travail fasse une différence, mais chaque tragédie évitée était un rappel douloureux de ce qui aurait pu se passer si elle avait reconnu plutôt le danger que Mark représentait. À mesure que l'influence de Sarah grandissait, les réactions négatives augmentaient également. Certains l'accusaient de semer la peur et de créer une culture de suspicion qui érodait la confiance de la communauté. Des trolls en ligne l'ont attaquée, la traitant de mère en deuil qui avait perdu la perspective. Certains ont même suggéré qu'elle exploitait la mort de sa fille pour devenir célèbre. Ces attaques ont profondément blessé Sarah, mais elle a refusé de se laisser réduire au silence. Si être prudent signifie sauver ne serait-ce qu'un seul enfant de ce qui est arrivé à Emily, disait-elle, alors j'accepterai volontiers les critiques. La résilience de Sarah face à ces attaques n'a fait que renforcer son soutien. D'autres parents, défenseurs et survivants se sont ralliés à elle, formant un réseau de soutien qui s'étendait à travers le monde. Ce réseau est devenu une puissante force de changement, poussant à des réformes et sensibilisant aux questions de sécurité des enfants. 5 ans après la mort d'Emily, Sarah s'est retrouvée à Millbrook pour l'inauguration d'un mémorial dans le parc central de la ville. La statue en bronze représentait une jeune fille aux cheveux bouclés, le visage tourné vers le ciel, un livre serré contre sa poitrine. C'était Emily telle qu'elle avait été et telle qu'elle resterait toujours dans la mémoire de ceux qui l'aimaient. Alors que Sarah se tenait devant la foule rassemblée, elle ressentait un mélange d'émotions. Du chagrin pour la fille qu'elle avait perdue, de la fierté pour les changements qui avaient été apportés et un amour profond et constant pour la communauté qui l'avait soutenue pendant les jours les plus sombres de sa vie. Sa vie. Il y a 5 ans, nous avons perdu une lumière brillante dans notre communauté, a commencé Sarah, la voix forte malgré les larmes aux yeux. Nous avons perdu ma fille, Emily. Mais en la perdant, nous avons découvert une force que nous ne connaissions pas. Nous avons trouvé un but qui nous a guidés à travers les moments les plus sombres. Elle désigna la statue derrière elle. Ce mémorial n'est pas seulement un hommage à Emily, mais aussi une promesse. Une promesse que nous ne laisserons plus jamais le mal se cacher à la vue de tous. Une promesse que nous protégerons toujours les innocents, toujours parler quand quelque chose ne nous semble pas. C'est vrai, mettons toujours la sécurité de nos enfants avant tout. Pendant que Sarah parlait, elle remarqua des visages familiers dans la foule. Il y avait Madame Johnson, l'enseignante d'Emily en 3e année, qui avait aidé à créer une bourse au nom d'Emily.
Il y avait l'agent Rivera, qui avait été le premier sur les lieux la nuit où Emily avait disparu et qui était depuis devenu l'un des plus ardents défenseurs de la police de proximité. Et là, à l'arrière, se trouvait Tom, le randonneur qui avait retrouvé le corps d'Emily. Il n'avait jamais cherché à être reconnu pour son rôle dans cette affaire, mais Sarah avait insisté pour qu'il soit invité à l'inauguration du mémorial. Chacun d'entre vous ici aujourd'hui a joué un rôle dans l'héritage d'Emily, a poursuivi Sarah. Que vous l'ayez recherché cette terrible nuit, que vous ayez soutenu notre famille par la suite ou que vous ayez depuis rejoint notre combat pour rendre nos communautés plus sûres, vous faites tous partie de cela. La lumière d'Emily brille à travers chacun de vous. Alors que les paroles de Sarah résonnaient dans le parc, une douce brise bruissait dans les arbres. Pendant un instant, juste un instant, c'était comme si Emily était là, souriant à la communauté qui s'était réunie en son nom. Le dévoilement du mémorial d'Emily a marqué un tournant pour Sarah. Tout en poursuivant son travail de défense des intérêts, elle a également commencé à se concentrer davantage sur sa propre guérison. Elle a commencé à consulter régulièrement un thérapeute, travaillant sur les émotions complexes de chagrin, de culpabilité et de colère qui la tourmentaient encore. Sarah a également commencé à renouer avec de vieux amis et à s'en faire de nouveaux. Elle a rejoint un groupe de soutien pour les parents qui avaient perdu des enfants à cause de crimes violents, trouvant du réconfort en compagnie d'autres personnes qui comprenaient vraiment sa douleur. Lentement, elle a permis à la joie de revenir dans sa vie, non pas pour remplacer son amour pour Emily, mais pour exister à ses côtés. Une source de réconfort inattendu est venue sous la forme d'un chat errant qui a commencé à visiter le jardin de Sarah. Le chat, un chat tigré orange débraillé, apparaissait chaque soir alors que Sarah était assise sur son porche. Au début, il garda ses distances, l'observant avec méfiance. Mais au fil du temps, il est devenu plus audacieux, permettant finalement à Sarah de le caresser et même de se blottir sur ses genoux. Sarah a nommé le chat Phoenix, voyant dans sa résilience et sa capacité à faire confiance à nouveau le reflet de son propre parcours. Phoenix est devenu un compagnon constant, un rappel vivant que même après une perte inimaginable, il était possible de retrouver chaleur et connexion. Au fil des années, le travail de Sarah évolue. Tout en continuant à parler de sécurité communautaire, elle a également commencé à se concentrer davantage sur la guérison et la résilience. Elle a écrit un livre, After Emily, A Mother's Journey from Grief to Purpose, qui est devenu un best-seller et une source de réconfort pour d'innombrables lecteurs confrontés à leur propre perte. Sarah a également créé la Fondation Emily Thompson, une organisation à but non lucratif dédiée à l'éducation à la sécurité des enfants et au soutien des familles touchées par des crimes violents. La Fondation a fourni des bourses, financé des recherches sur les comportements prédateurs et offert des services de conseil aux survivants et à leurs familles. 10 ans après la mort d'Emily, Sarah s'est de nouveau tenue devant une foule, cette fois lors d'une conférence nationale sur la résilience et la guérison. Alors qu'elle regardait la mère de visage, elle sentit la présence d'Emily à ses côtés, lui donnant de la force. « Nous ne pouvons pas changer le passé », a déclaré Sarah d'une voix forte et claire. « Mais nous pouvons en tirer des leçons. Nous pouvons créer des communautés où les enfants sont en sécurité, où les voisins veillent vraiment les uns sur les autres et où le mal n'a nulle part où se cacher. C'est l'héritage d'Emily, et c'est un héritage que je vous invite tous à partager. » Alors que les applaudissements remplissaient l'auditorium, Sarah ressentit une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, l'espoir. Elle savait que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, qu'il y aurait encore des jours où la douleur de sa perte menacerait de l'accabler. Mais elle savait aussi que chaque enfant protégé, chaque prédateur exposé, chaque personne qui trouvait la force de continuer après une perte inimaginable, tout cela était un hommage à la mémoire d'Emily. Le cas de Mark Peterson et le meurtre d'Emily Thompson était devenu bien plus qu'une simple histoire de crime. C'était devenu un signal d'alarme, un catalyseur de changement dans les communautés de tout le pays. Les gens avaient commencé à regarder leurs voisins avec un nouveau regard, à faire confiance à leur instinct et à donner la priorité à la sécurité des personnes vulnérables plutôt qu'aux subtilités sociales. Dans les prisons du pays, les enquêteurs ont continué à fouiller dans le passé de Mark, découvrant une trace d'obsession et de violence qui a duré des décennies. Des dossiers non résolus ont été rouverts, mettant un terme aux familles qui avaient depuis longtemps abandonné tout espoir de savoir un jour ce qui était arrivé à leurs proches. Mark Peterson, autrefois le charmant voisin avec lequel tout le monde voulait se lier d'amitié, se trouve désormais dans une prison à sécurité maximale. Un récit édifiant sur les monstres qui peuvent se cacher derrière des sourires amicaux.
Son cas est devenu une étude obligatoire pour les agents chargés de l'application des lois et les étudiants en psychologie, un exemple classique de la façon dont les prédateurs soignent non seulement leurs victimes, mais des communautés entières. Quant à Sarah, elle a continué son travail inlassable, parcourant le pays, partageant l'histoire d'Emily et sensibilisant les autres à l'importance de la vigilance communautaire. Elle ne s'est jamais remariée et n'a jamais eu d'autres enfants. Au lieu de cela, elle s'est consacrée à protéger les enfants des autres, s'assurant que la mort d'Emily continuerait à sauver des vies pour les années à venir. La banlieue tranquille de Millbrook ne sera plus jamais la même. L'affaire a brisé l'illusion de sécurité à laquelle s'accrochent de nombreuses communautés de banlieue. Mais des cendres de la tragédie, une communauté plus forte et plus vigilante a émergé. Les voisins prenaient soin les uns des autres avec une attention sincère plutôt qu'avec une simple politesse. Les parents étaient plus attentifs aux préoccupations de leurs enfants et plus disposés à s'exprimer lorsque quelque chose ne tournait pas rond. L'histoire d'Emily était devenue une partie de l'histoire de Millbrook, un sombre rappel du jour où leur innocence avait été perdue. Mais c'était aussi devenu une source de force, un cri de ralliement pour une communauté déterminée à protéger ses membres les plus vulnérables. 15 ans après la mort d'Emily, à l'occasion de ce qui aurait été son 25e anniversaire, Sarah se tenait de nouveau devant la statue de bronze dans le parc central de Millbrook. Elle était plus âgée maintenant. Ses cheveux étaient striés de gris, des lignes de chagrin et de rire étaient gravées sur son visage. Mais ses yeux contenaient toujours la même détermination, le même amour féroce qui l'avait animé toutes ces années. Une petite foule s'était rassemblée pour la cérémonie annuelle du souvenir. Beaucoup étaient des visages familiers, des partisans de longue date du travail de Sarah, des membres de la communauté présents depuis le début. Mais il y avait aussi de nouveaux visages, de jeunes parents avec des enfants qui n'avaient jamais connu un monde sans la loi d'Emily et les mesures de sécurité qu'elle avait mises en place. Sarah regardait la foule, le cœur plein. Il y a 25 ans aujourd'hui, ma fille Emily est venue au monde, a-t-elle commencé. Pendant 10 belles années, elle a rempli nos vies de joie et de rire. Et depuis 15 ans, même en son absence, elle n'a cessé de changer des vies et d'en sauver d'autres. Elle fit une pause, se ressaisissant avant de continuer. Je me demande souvent à quoi ressemblerait Emily aujourd'hui. Serait-elle aux études supérieures? Commencerait-elle une carrière? Tomberait amoureuse? Ce sont des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse. Mais je le sais, l'esprit d'Emily vit dans chaque enfant, qui grandit plus en sécurité grâce aux changements que nous avons apportés. Cela perdure chez chaque parent qui fait confiance à son instinct et s'exprime lorsque quelque chose ne va pas. Cela perdure dans chaque communauté qui se rassemble pour protéger ses membres les plus vulnérables. Pendant que Sarah parlait, une jeune femme se dirigea vers le devant de la foule. Sarah l'a immédiatement reconnue. C'était Lily, la fille de la femme de Floride qui avait dénoncé son voisin suspect il y a des années. Lily était maintenant étudiante et étudiait la justice pénale dans le but de devenir défenseur des victimes. « Madame Thompson, » dit Lily, sa voix claire et forte, « je voulais juste vous remercier. Votre travail, l'histoire d'Emily, cela m'a sauvé la vie. Et maintenant, je veux consacrer ma vie à aider les autres comme vous en avez aidé tant. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux alors qu'elle embrassait Lily. C'est l'héritage d'Emily. Pas seulement des lois et des mesures de sécurité, mais des vies réelles touchées et transformées. Alors qu'elle tenait la jeune femme, Sarah sentit un sentiment de paix l'envahir. Emily était partie, mais sa lumière continuait de briller dans le monde. Alors que la cérémonie se terminait et que les gens commençaient à se disperser, Sarah resta près de la statue. Elle plaça une seule rose à sa base, comme elle le faisait chaque année. « Joyeux anniversaire, ma douce fille », murmura-t-elle. « Je t'aime. Toujours. » Le soleil se couchait lorsque Sarah se tourna finalement pour partir, projetant une lueur dorée sur le parc. En rentrant chez elle, elle sentit une présence familière à ses côtés. Pas le chagrin écrasant des années passées, mais une présence chaleureuse et réconfortante. Emily était avec elle, comme elle l'avait toujours été et le serait toujours. Le parcours de Sarah Thompson a été marqué par une douleur et une perte inimaginables, mais aussi par une incroyable résilience et un pouvoir transformateur. Alors qu'elle rentrait chez elle après le mémorial à l'occasion de ce qui aurait été le 25e anniversaire d'Emily, elle réfléchissait au chemin qu'avait pris sa vie. La fondation Emily Thompson, que Sarah avait créée 10 ans après la mort d'Emily, était devenue une organisation reconnue à l'échelle nationale. Son travail couvrait plusieurs domaines, tous visant à créer des communautés plus sûres et à soutenir les personnes touchées par des crimes violents.
L'une des initiatives les plus réussies de la Fondation a été le programme Emily Size. Inspiré par la façon dont Mark avait manipulé l'ensemble du quartier, le programme a formé les membres de la communauté à reconnaître les signes subtils d'un comportement prédateur. Il ne s'agissait pas de créer une culture de suspicion, mais plutôt de favoriser une communauté de conscience et de protection mutuelle. Sarah se souvient du premier atelier Emily Size qu'elle avait animé dans une petite ville de l'Iowa. Le centre communautaire était plein à craquer et les gens se déversaient dans le couloir. En partageant l'histoire d'Emily et les leçons apprises, elle a vu la prise de conscience naissante sur les visages des gens. Ils ont commencé à partager leurs propres expériences, le voisin qui proposait toujours de faire du babysitting gratuitement, l'entraîneur qui insistait pour que certains joueurs les ramènent seuls à la maison, l'étranger apparemment serviable qui semblait toujours être là lorsque les enfants étaient présents. À la fin de l'atelier, l'ambiance dans la salle avait changé. Les gens ne sont pas partis avec peur, mais avec un sentiment de pouvoir. Ils disposaient désormais d'outils et de connaissances qui pouvaient protéger leurs enfants et leur communauté. La Fondation a également géré un programme de bourse pour les survivants de crimes violents et leurs familles. Chaque année, Sarah avait la tâche douce amère de lire les candidatures, chacune étant une histoire de tragédie et de résilience. Il y avait le jeune homme dont la sœur avait été tuée par un harceleur, qui étudiait maintenant la psychologie pour aider les autres à guérir d'un traumatisme. La femme qui avait survécu à une violente attaque lorsqu'elle était enfant et poursuivait des études de droit pour défendre les droits des victimes. Chaque bourse attribuée était comme une petite victoire contre les ténèbres qui avaient accaparé Emily. Alors que Sarah s'approchait de chez elle, elle pensait aux changements législatifs que son travail avait contribué à apporter. La loi d'Emily s'est répandue au-delà de son état d'origine, avec des variantes désormais adoptées dans 37 États à travers le pays. La loi impose non seulement une éducation à la sécurité dans les écoles, mais établit également des lignes directrices plus strictes pour la vérification des antécédents dans les professions impliquant le travail avec des enfants. Le téléphone de Sarah sonna avec un message. Il s'agissait du membre du Congrès Robert Hernandez, un partisan de longue date de son travail. « Excellente nouvelle, Sarah », disait le message. La loi sur la protection renforcée de l'enfance vient d'être adoptée par la Chambre. Elle sera soumise au Sénat la semaine prochaine. Cela n'aurait pas été possible sans votre témoignage. Emily continue de faire une différence. Sarah sourit, un mélange de fierté et de tristesse l'envahissant. La loi sur la protection renforcée de l'enfance établirait une base de données nationale pour suivre les modèles de comportement suspects, permettant ainsi aux organismes chargés de l'application de la loi à travers le pays de partager des informations plus efficacement. C'était un outil qui aurait pu sauver Emily s'il avait existé il y a 20 ans. En entrant chez elle, Sarah a été accueillie par Phoenix, désormais un chat âgé mais toujours aussi affectueux. Elle le souleva, tirant le réconfort de sa présence chaleureuse comme elle l'avait fait tant de fois au fil des ans. Sarah se dirigea vers son bureau, une pièce remplie de souvenirs de son voyage. Des photos d'Emily couvraient un mur, Emily lors de son premier jour d'école, Emily jouant au football, Emily et Sarah préparant des biscuits ensemble. Celle-ci était entrecoupée d'images du travail de plaidoyer de Sarah, prise de parole lors de conférences, rencontres avec des législateurs, travail avec des survivants. Sur son bureau se trouvait une pile de lettres, un petit échantillon des milliers qu'elle avait reçus au fil des ans. Sarah prit celui du dessus, écrit avec une écriture soignée d'enfant. « Chère Madame Thompson, pouvait-on lire ? Je m'appelle Zoé. J'ai 9 ans. Nous avons appris la loi d'Emily à l'école. Je suis désolé de ce qui est arrivé à Emily. Mais je veux que vous sachiez que grâce à elle, je savais quoi faire quand un homme j'ai essayé de me convaincre de l'accompagner au parc. Je me suis souvenu de ce que nous avions appris et je l'ai immédiatement dit à ma mère. La police l'a arrêté. Merci. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux en lisant la lettre. C'est là le véritable héritage d'Emily. Pas seulement une loi ou une fondation, mais des vies sauvées, des enfants protégés, des communautés renforcées. Elle s'assit devant son ordinateur, ouvrant le document sur lequel elle travaillait depuis des mois. Il s'agissait de l'ébauche de son deuxième livre, provisoirement intitulé « Au-delà des gros titres, l'impact durable des crimes réels sur les communautés et les survivants ». Dans ce livre, Sarah avait pour objectif d'explorer les effets d'entraînement de crimes très médiatisés comme le meurtre d'Emily. Elle a interviewé des survivants, des membres de leur famille, des agents des forces de l'ordre et des dirigeants communautaires, dressant ainsi un tableau complet de la façon dont de telles tragédies remodèlent les vies et les sociétés. Un chapitre s'est concentré sur l'impact à long terme sur Millbrook. 20 ans après le meurtre d'Emily,
La ville était devenue un modèle de vigilance et de soutien communautaire. La cérémonie annuelle du souvenir d'Emily s'est transformée en une foire communautaire sur la sécurité où, parallèlement à la commémoration solennelle, des ateliers sur l'autodéfense, la sécurité sur Internet et l'intervention des spectateurs ont été organisés. Le taux de criminalité de Millbrook avait chuté de manière significative, non seulement pour les crimes violents mais dans tous les domaines. Les sociologues qui ont étudié la ville n'ont pas attribué cela à un renforcement des forces de l'ordre ou à des sanctions plus sévères, mais au lien communautaire fort qui s'était formé à la suite de la tragédie. Les gens ont pris soin les uns des autres à Millbrook, non pas par peur, mais par engagement commun à créer un environnement sûr et stimulant pour tous. Un autre chapitre du livre de Sarah traitait de l'impact psychologique sur les survivants et les membres de la famille des victimes. Sarah avait interviewé des dizaines de personnes, dont certaines avaient perdu des êtres chers à cause de crimes similaires au meurtre d'Emily. Une interview qui a marqué l'esprit de Sarah est celle de Maria Gonzalez, dont la fille avait été tuée par un ami de la famille il y a 10 ans. Maria était tombée dans une profonde dépression après sa perte, incapable de travailler ni même de quitter sa maison pendant des mois. « Votre histoire m'a sauvé », avait dit Maria à Sarah lors de leur entretien. « Je t'ai vu à la télé, parler d'Emily et du travail que tu faisais. J'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais laisser ma douleur me détruire, ou je pouvais l'utiliser pour m'assurer qu'aucune autre mère n'ait à ressentir ce que j'étais. » Sandman. C'est le jour où j'ai décidé de revivre. Maria est devenue une défenseur des droits des victimes, travaillant en particulier avec les communautés hispanophones pour briser les barrières culturelles qui empêchent souvent les gens de signaler un comportement suspect ou de demander de l'aide après un crime. Pendant que Sarah travaillait sur son livre, elle réfléchissait également aux changements dans la façon dont la société traitait les histoires de crimes réels. Immédiatement après le meurtre d'Emily, il y a eu une frénésie médiatique. Les gros titres sensationnalistes, les journalistes envahissants et les détectives en fauteuil sur les forums Internet avaient ajouté à la douleur de la famille. Mais au fil des années, en partie grâce aux efforts de Sarah, un changement s'est produit. De plus en plus de médias se concentrent désormais sur les problèmes systémiques derrière ces crimes, leur impact à long terme sur les communautés et le travail effectué pour prévenir de futures tragédies. Le vrai crime n'était plus seulement un divertissement. C'était devenu un véhicule de changement social. Le téléphone de Sarah sonna à nouveau. Cette fois, c'était un rappel de son rendez-vous du lendemain. 20 ans après la mort d'Emily, Sarah avait enfin commencé à consulter régulièrement un thérapeute. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour réaliser que prendre soin de sa propre santé mentale n'était pas une trahison de la mémoire d'Emily, mais une étape nécessaire pour poursuivre efficacement son travail. Au cours de ces séances de thérapie, Sarah avait commencé à déballer les émotions complexes qu'elle portait depuis si longtemps, le chagrin qui ne disparaissait jamais complètement, la culpabilité qui s'insinuait encore dans les moments calmes, la colère qui menaçait parfois de l'envahir. Mais elle avait aussi commencé à reconnaître sa propre force, à reconnaître le bien qu'elle avait fait et à s'accorder des moments de joie sans avoir l'impression de déshonorer la mémoire d'Emily. À mesure que la soirée avançait, Sarah se retrouva à penser à Mark Peterson. Elle ne s'était pas autorisée à penser souvent à lui au fil des années, se concentrant plutôt sur Emily et les changements positifs résultant de sa mort tragique. Mark était toujours en prison, purgeant sa peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Au fil des années, alors que les enquêteurs fouillaient son passé, il l'avait lié à 3 autres disparitions non élucidées de jeunes filles. Les familles de ces filles avaient enfin obtenu des réponses, même si la douleur de leur perte ne guérirait jamais complètement. Sarah avait reçu une lettre de Mark une fois, il y a des années. Dans ce document, il avait exprimé ses remords pour ses actes, affirmant qu'il avait trouvé Dieu en prison et qu'il voulait son pardon. Sarah avait lu la lettre une fois, puis l'avait brûlée. Son pardon n'était pas quelque chose qu'il avait le droit de demander, et elle refusait de lui laisser plus d'espace dans sa vie. Au lieu de cela, Sarah avait choisi de se concentrer sur les innombrables vies qui avaient été positivement impactées par les changements provoqués par la mort d'Emily. Elle pensa à Lily, la jeune femme qu'elle avait rencontrée lors de la cérémonie commémorative, actuellement stagiaire à la Fondation Emily Thompson tout en terminant ses études en justice pénale. Lily était devenue une sorte de protégée pour Sarah, apportant de nouvelles idées et une énergie juvénile au travail de la Fondation. Elle avait lancé une nouvelle initiative axée sur la sécurité sur Internet, reconnaissant que le monde en ligne présentait de nouveaux défis et dangers qui n'existaient pas du vivant d'Emily. Alors que Sarah se préparait à se coucher ce soir-là, elle prit la photo encadrée d'Emily qui se trouvait sur sa table de nuit. C'était sa photo préférée,
Émilie à la plage, les cheveux en bataille au vent, riant de quelque chose hors caméra. « Nous avons bien fait aujourd'hui, ma chérie, a murmuré Sarah à la photo. Tu as bien fait. Dors bien, mon ange. » Dans les années qui ont suivi, Sarah a poursuivi son travail, même si elle a commencé à se retirer des opérations quotidiennes de la Fondation, permettant ainsi à de jeunes défenseurs comme Lily d'assumer davantage de responsabilités. Elle s'est concentrée sur l'écriture, la prise de parole en public et le conseil sur les politiques de sécurité des enfants au niveau national. Sarah n'a jamais oublié Émilie. Elle n'a jamais cessé de lui manquer et de s'interroger sur la femme qu'elle serait devenue. Mais à côté de la douleur, il y avait désormais de la fierté de la différence que la courte vie d'Émilie avait fait, la fierté de la force de l'esprit humain dont elle avait été témoin chez les survivants et leurs familles, la fierté des communautés qui s'étaient rassemblées pour protéger leurs plus vulnérables. Membres, le cas du voisin obsédé qui a assassiné pour gagner l'amour d'une mère restera à jamais gravé dans les annales de la véritable histoire du crime. Mais plus encore, on s'en souviendra comme d'un tournant, d'un moment où la tragédie d'une communauté est devenue le signal d'alarme d'une nation. Cela nous rappelle brutalement que les plus grandes menaces sont parfois celles qui se cachent à la vue de tous, derrière le masque de la normalité dans nos propres quartiers. Mais cela témoigne également de la résilience de l'esprit humain, de l'amour infini d'une mère et de la puissance d'une communauté unie face à une horreur inimaginable. La lumière d'Émilie, une fois éteinte, brille désormais plus fort que jamais dans les vies qu'elle a continué à sauver et dans les communautés qu'elle a continué à transformer. Alors que Sarah Thompson repensait aux 25 années écoulées depuis la perte de sa fille, elle réalisa que même si le chemin avait été incroyablement difficile, il avait également une signification et un impact profond. La mort d'Émilie a eu des répercussions qui ont continué à se propager, touchant des vies à travers le pays et dans le monde entier. En fin de compte, l'obsession de Mark Peterson avait effectivement changé la vie de Sarah pour toujours. Mais pas comme il l'avait prévu. Au lieu de la détruire, cela lui avait donné un but. Au lieu de l'isoler, cela l'a connecté à une communauté mondiale de défenseurs et de survivants. Et même si la douleur de la perte d'Émilie ne guérirait jamais complètement, Sarah avait trouvé un moyen de canaliser cette douleur en une force du bien, un héritage qui survivrait de loin au mal qui avait tenté de la détruire. À la tombée de la nuit sur Millbrook, les étoiles sont apparues une à une, scintillant dans les rues calmes et les maisons bien éclairées. Aux fenêtres de la ville, des lumières douces brillaient, une veillée silencieuse pour une petite fille perdue et une communauté changée à jamais. Et sous ces lumières, dans cette prise de conscience accrue, dans les liens plus étroits entre voisins, Émilie a continué à vivre. Son histoire, aussi tragique soit-elle, était devenue une lueur d'espoir, un appel à l'action et un rappel durable que face aux ténèbres, nous avons tous le pouvoir d'être une lumière. Fin.